Et bonjour à tous et à toutes, du coup, pour votre continuité pédagogique en niveau premier enseignement scientifique. Cette vidéo, du coup, s'adresse à tous ceux qui n'ont pas été là, ou qui veulent réviser, ou qui sont confinés chez eux, voilà, qui n'ont pas pu, du coup, avoir l'entièreté du cours. Aujourd'hui, on le refait ensemble en vidéo, et ça vous permettra aussi, à tous de réviser le contrôle si vous manque quoi que ce soit au niveau du cours, ou des exos, mais ça, je le ferai dans une prochaine vidéo. Donc, du coup, chapitre 1 qu'on avait commencé ensemble, il s'intitule Un niveau d'organisation, les éléments chimiques. Et on avait commencé du coup par le petit 1, abondance relative des éléments chimiques, que je vous mets tout de suite à l'écran. Tac. Voilà. Alors, en ce qui concerne les exos qu'on avait fait ensemble, on a corrigé le 4 et 5 ainsi que le 12, le 10 et 12. Donc dans les pages entre 25 et 28, je vous invite fortement à les refaire, sachant que c'est les exos que je traiterai dans la prochaine vidéo, du coup, et qui paraîtra pendant les vacances, afin que vous puissiez vraiment avoir le maximum d'entraînement pour la rentrée. Alors, abondance des éléments chimiques. Donc du coup, c'est le PowerPoint qu'on a vu en cours, hein. Il est vraiment à l'identique, il n'y a aucun souci là-dedans. Premier truc qu'on avait fait, on avait comparé du coup la répartition des éléments, qu'ils soient sur la Terre, enfin qui composent la Terre, pardon, qui composent le corps humain, ou qui composent du coup l'univers. Et on avait remarqué du coup que l'être humain et la Terre avaient quasiment le même pourcentage d'éléments, c'est-à-dire oxygène, magnésium, fer, silicium, carbone, etc. Et dans l'univers, en fait, c'est pas du tout ça. Dans l'univers, en fait, moins de 1% des éléments sont ceux que je viens de citer. Et la plupart, en fait, qui sont représentés dans l'univers, il y a un gros 90% pour l'hydrogène, un 9% pour l'hélium, et tout le reste, du coup, se partage le 1% restant, et on avait commencé à expliquer pourquoi. Documentairement parlant, on avait vu juste après dans un document du coup que le Big Bang, si on approximait en fait, enfin si on établissait l'origine des temps au niveau du Big Bang, si on disait que le Big Bang était le temps égal à zéro, du coup qui serait l'origine de l'échelle des temps, on a vu que déjà au bout d'une seconde on avait déjà une espèce de soupe primordiale où toutes les particules subatomiques, donc protons, neutrons, électrons, était là en train de bouger de manière assez désordonnée et proche entre eux. Et il aura fallu attendre plusieurs minutes pour avoir les premiers noyaux de deutérium, parce que là c'est pas d'hydrogène, c'est du deutérium qui s'est formé, et les premiers noyaux d'hélium ensuite qui se forment. Donc au bout de 2 et de 15 minutes, ces noyaux du coup mettent plusieurs moments à se former, plusieurs moments à s'agglomérer entre eux. Néanmoins, pour voir les premiers électrons qui arrivent euh, en fait à être captés par ces noyaux, je vous rappelle que l'électron est chargé négativement, le noyau étant chargé positivement grâce au proton. Il y a une force électrostatique, une force oui, électrostatique, hein, que vous connaissez bien que les aimants. Quand vous avez un plus et un moins qui sont pas trop loin l'un de l'autre, normalement ils devraient s'attirer, et en fait, entre 15 minutes et 400 000 ans, eh bien, nous n'avons pas réussi à agglomérer, enfin à capter, si vous voulez, les électrons autour des noyaux. Il a fallu attendre 400 000 ans. Donc du coup, il y a une différence de 400 000 ans entre la formation du premier noyau et la formation du premier atome. Donc du coup, c'est totalement énorme. Sachant qu'après, il nous aura fallu 1 milliard d'années pour avoir les premières galaxies et les premières étoiles qui commencent à s'allumer. Voilà, ça c'est pour le début de l'univers. Voilà comment l'univers s'est formé au début. Un Big Bang, une soupe primordiale, les premiers noyaux qui commencent à se former, 400 000 ans plus tard, les premiers atomes qui commencent à se former, et 1 milliard d'années plus tard, on commence à avoir la formation des étoiles et des galaxies. Donc du coup, ça par contre, les étoiles, je ne parlerai pas de comment elles se forment dans ce cours. Si ça vous intéresse, par contre, mettez-moi un commentaire en dessous et je ferai une vidéo spécialement dédiée là-dessus. Mais ce sera hors programme, c'est vraiment pour ceux que ça intéresse. Du coup, abondance relative des éléments chimiques, les scientifiques recensent actuellement, donc là il y a encore la faute, j'ai toujours pas corrigé, il faut vraiment que j'y pense. Les scientifiques recensent actuellement une centaine d'éléments chimiques. Il faut savoir que, bon là j'ai pas ma tasse avec le fameux tableau périodique, j'aurais pu en télécharger un. Mais en gros, il y a une centaine d'éléments chimiques.
euh, qui vont de l'hydrogène jusqu'en bas du talot périodique dans la région des actinides, sachant qu'il y en a pas mal qui sont disparus depuis. Là, actuellement, sur Terre, on peut recenser normalement 93 éléments chimiques, vu que le neptunium a disparu. Et il reste encore un peu de plutonium primordial, donc l'élément 94. Donc 94 moins neptunium 93, ça fait 93. Ok, donc on a environ 93 éléments chimiques qui sont encore présents sur Terre. Parce que vu que vous avez vu le cours, vous savez que les éléments en fait se dégradent au bout d'un moment, se désintègrent. Vous savez que les éléments qui ont trop de nucléons en fait finissent par subir ce qu'on appelle la décroissance radioactive. Et du coup, les éléments qui sont trop lourds, qui ont été formés en même temps que la Terre, tendent en fait à disparaître. Et c'est ça que je raconte depuis tout à l'heure. Donc du coup, actuellement, autour de nous, on recense environ une centaine d'éléments chimiques. Exactement actuellement, là, à l'heure où je parle, 93. Et tous, par contre, ont un point commun, c'est qu'ils sont formés d'un noyau constitué de protons et de neutrons, et d'électrons, du coup, qui sont dans le nuage électronique qui est autour. Ces particules sont toutes apparues après le Big Bang. Ça, c'est quelque chose qu'il faut poser, c'est une théorie, mais qui est vraiment communément admise. Le Big Bang, c'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on connaît. De toute façon, on ne peut pas remonter, il n'y a aucune lumière qu'on arrive à capter qui soit apparu avant le Big Bang. Donc du coup, on est obligé de le considérer comme un point zéro, on ne sait pas ce qu'il y avait avant, et tout ce que quelqu'un racontera sur ce qui se passait avant n'est que pure spéculation. Ces particules sont ensuite rapidement associées pour former tout d'abord les atomes d'hydrogène, puis d'hélium. Alors du coup, quand vous prenez des Lego, souvenez-vous l'exemple que j'avais pris, vous prenez un paquet neuf de Lego, vous le donnez à un enfant, n'importe lequel, et vous répétez l'opération sur, je sais pas, 100 000 enfants, vous allez voir que la première chose qu'ils vont toujours faire, c'est de prendre deux briques élémentaires ensemble et les mettre ensemble. Voilà. Vous pouvez pas partir de plein de briques élémentaires, quelle que soit la couleur, hein, bien sûr, de vos Lego. Le premier édifice que va faire un enfant, ça va être d'assembler deux briques entre eux. Donc du coup, on va commencer par associer déjà l'atome d'hydrogène, enfin l'atome de deutérium exactement, qui est un isotope de l'hydrogène qui correspond à un neutron et un proton dans le noyau, au lieu d'un proton tout seul. Donc du coup, on va commencer vraiment à former ces noyaux-là. Et donc du coup, vu que ces noyaux-là ont commencé à être formés, c'est ceux qui vont commencer à avoir le plus de probabilité à tirer un électron, donc du coup à former l'atome d'hydrogène. Ensuite, l'hélium, ça va être plus compliqué. Il va falloir que l'enfant, du coup, il faut qu'il commence à gérer ses Legos. Il faut qu'il commence à comprendre que 2, ça peut s'emboîter. Il va répéter l'opération sur 2, puis 2. Et après, il va voir que il pourrait potentiellement rassembler 4 entre eux. Et à ce moment-là, dès qu'il en rassemble 4 entre eux, vous avez un noyau d'hélium, du coup avec 2 protons et 2 neutrons. Sachant que si vous mettez 2 neutrons avec un proton, ça reste toujours un noyau d'hydrogène, on appelle ça du tritium, c'est un autre isotope de l'hydrogène. Mais ça, je reviendrai après là-dessus. Donc vous voyez que si vous voulez commencer à faire de l'hélium par rapport à l'hydrogène, il y a déjà une recette qui est bien précise par rapport à l'hydrogène. Ok ? Donc c'est normal que l'hélium, finalement, il soit venu en moindre quantité. Donner vraiment des Lego à un enfant 3-4 ans, ouais, 3-4 ans, il va commencer à comprendre que ça peut s'emboîter entre eux, il va commencer à faire des édifices de 2, mais quand il va vouloir passer à 4, vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de temps qui va se passer, et que les édifices de 4, en fait, ils sont beaucoup plus complexes et qu'ils sont beaucoup moins faits. Donc imaginez si on commence à passer à l'élément numéro 3, 4, etc., qui correspondent au lithium, barium, carbone, etc. Enfin, bore, carbone, et etc. Donc du coup, plus c'est compliqué, et moins l'enfant a envie de faire ses édifices, en fait. Lui, emboîter 2 ensemble, c'est facile, il l'aime bien, il réussit bien, et c'est ce que l'univers a fait. On a fait d'abord le plus facile, et ensuite, on a formé le plus difficile. Donc si toutes les 2 minutes, on fait un hydrogène, et qu'il faut attendre toutes les 15 minutes pour avoir un hélium, vous imaginez pour les niveaux suivants, quoi. Alors ce qu'il faut savoir par contre, c'est que l'hydrogène, c'est vraiment le carburant majeur des étoiles. S'il n'y avait pas d'hydrogène, on ne pourrait pas transformer un amas de gaz en étoile. Il faut absolument que l'hydrogène soit présent dans une étoile, sinon ça ne marche pas. Voilà. Dès lors que l'hydrogène n'est plus dans l'étoile, l'étoile n'a plus grand chose à vivre, très sincèrement. Du coup, l'hydrogène, c'est le carburant principal des étoiles, et le fait de le transformer nucléairement en hélium, le fait de faire vraiment collisionner deux hydrogènes ensemble, ça va
constitue un hélium. Donc, du coup, vous ajoutez un proton, un neutron, avec un proton, un neutron, vous faites un hélium 4 normal, 2 neutrons, 2 protons. Et ça s'appelle la nucléosynthèse, c'est très important. Synthèse, du coup, qui revient à créer quelque chose, et nucléo, qui vient de nucléus, en latin, c'est un noyau. Donc, du coup, c'est l'action de créer un nouveau noyau. Et c'est comme ça, très sincèrement, que l'univers s'est doté d'éléments beaucoup plus lourds. C'est en prenant des briques qui étaient déjà formées entre elles et en les assemblant ensuite, qui étaient déjà formées, et ensuite en les assemblant entre elles, qu'on a fait les atomes les plus lourds. De toute façon, vous prenez un enfant, c'est pareil, hein, constituer des groupes de 2, il y arrive. Constituer un groupe de 4 à partir de rien, c'est compliqué à élaborer. Par contre, prendre deux groupes de 2 qui étaient déjà existants et les emboîter l'un dans l'autre, c'est facile. Donc ça, il arrivera beaucoup plus à le faire. Ensuite, dans la deuxième heure, on a vu que on avait la transformation nucléaire dans l'univers. On a vu que la nucléosynthèse pouvait s'opérer. Il fallait mettre maintenant des équations là-dessus. Il fallait mettre du coup un modèle là-dessus. Il faut mettre un vocabulaire là-dessus. Et tout ça, du coup, on l'a fait ensemble. Premièrement, du coup, on avait vu sous forme de schéma comment ça se passait. On avait dit qu'il fallait diviser, du coup, ici... vous voyez, je peux modifier encore, c'est trop bien. Vous divisez au niveau de la flèche. Ok, divisé au niveau de la flèche, et vous regardez ce qui se passe à gauche et à droite. Alors à gauche et à droite, ici on a un atome, et il y a une particule qui n'est pas un atome. Là on a deux atomes, et là on a un atome, ok. Dès lors que vous avez un atome qui en donne 2, dès lors que vous avez un noyau qui en donne ensuite 2, comme dans le cas numéro 1, comme dans le cas numéro 3, vous avez affaire à ce qu'on appelle une fission nucléaire. Vous allez fissurer le noyau existant pour en créer deux inférieurs, deux plus petits, de taille de probabilité bien différentes. Par contre, quand vous avez 2 au début et que vous en formez plus qu'un à la fin, eh bien c'est ce qu'on appelle une fusion. Vous avez fusionné 2 noyaux en un seul, ok. Même s'il y a un neutron qui s'en va, c'est une particule subatomique, on s'en fout. On ne le considère pas, ce n'est pas un noyau. Ok. Bon, du coup, décrire les 3 types de transformations nucléaires rencontrés dans l'univers en mettant en évidence leurs différences. Donc en haut, nous avons une fission nucléaire, au milieu, nous avons une fusion nucléaire. Et si on devait détailler celle-là, alors ce cours a été fait lors de la sortie du premier bulletin officiel, depuis il a été modifié. Mais à l'époque, nous devions apprendre un troisième type de réaction que vous ne verrez pas du coup, qui s'appelle la désintégration alpha. Et en fait, une désintégration spontanée, c'est quoi? C'est le fait que spontanément, en fait, un noyau va finalement relâcher de la matière sous forme d'un noyau très très petit. Et ça, du coup, c'est pas une fission vraiment, c'est ce qu'on appelle une désintégration. Mais ça revient au même système qu'une fission, c'est que vous allez créer 2 noyaux à partir d'un seul. Donc du coup, si vous retenez ça, vous, c'est très bien. Et c'est ce qui est actuellement exigé au programme. Ok. Ensuite, du coup, en schéma, ça a l'air plutôt simple. Maintenant, il faut le poser en tant qu'équation. Comment on avait fait pour poser ça en tant qu'équation? Comment on avait fait pour reconnaître ça par rapport au schéma? C'est que vous devez considérer que chaque réaction ici possède des majuscules et des minuscules. Les minuscules sont toujours accordées à des particules qui ne sont pas des noyaux. Et à chaque noyau, du coup, il y a une majuscule qui lui est associée au minimum. Donc, U, là, c'est un noyau. BR, c'est un noyau. LA, c'est un noyau. RA, HE, TH, H et HE ici, ce sont des noyaux. Il n'y a que N, en fait, qui n'est pas un noyau, vu que ça correspond à un neutron. Donc là, si je compte, le N, je m'en fous, je le barre. Hop, le N ici, je m'en fous, je le barre. Et le N ici, je m'en fous, tac, je le barre. Ça veut dire que ici, j'ai un U qui se transforme en LA plus BR, donc du coup, j'ai un noyau qui en donne 2, j'ai bien une fission. Là, j'ai un TH qui devient un RA plus HE, c'est une fission aussi. Par contre, vu qu'il est beaucoup plus petit, en vérité, c'est pas une fission, c'est une désintégration alpha. Et enfin, ici, vous avez 2 noyaux qui en donnent un seul, donc ça, c'est une fusion. Ça, pour l'instant, c'est bon. Après, il y avait des questions un petit peu pour aller plus loin, mais j'ai vu que ce serait trop compliqué. Est-ce qu'elles sont toutes équilibrées? Alors en vrai, pour vous regarder si elles sont toutes équilibrées, il suffit d'ajouter tous les chiffres qui sont en haut, et d'ajouter tous les chiffres qui sont en bas, et de voir qu'à gauche ou à droite de la flèche, ça correspond à la même chose. Mais elles sont équilibrées. Et quel est le principal risque de la transformation, de la première transformation? Ça par contre, je vous l'avais posé comme question, je vous ai demandé de vraiment y réfléchir. Et souvenez-vous ce qu'on a répondu, c'est que, en fait, les produits de la première réaction, quand vous voyez ici le 310N,
donc ça veut dire que cette réaction forme 3 neutrons, et bien il faut savoir que ces 3 neutrons peuvent à leur tour réagir avec un uranium qui est dans le milieu, donc un uranium 235 qui est dans le milieu, et qui donnerait du coup la possibilité à cet uranium de se fissionner afin de donner 3 autres noyaux, de 3 autres neutrons qui vont pouvoir activer 3 autres noyaux d'uranium 235. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne, et donc du coup c'est très très risqué d'avoir une réaction qui forme davantage de produits qui puissent régénérer la réaction de laquelle ils sont issus. Voilà. Ça c'est très très dangereux, et c'est absolument quelque chose qu'il faut contrôler, et je vous avais raconté du coup l'histoire de Tchernobyl, où c'était clairement ce genre de choses qui avait emballé la réaction et conduit à la catastrophe qu'on connaît aujourd'hui. Qu'a-t-on marqué en cours du coup? On avait marqué déjà diffusion de nucléaire, sachant que c'est un adjectif qui se rapporte à une équation, une réaction, pardon, qui met en jeu une modification des noyaux. Donc si vous voulez faire une extraction nucléaire d'une pêche, eh bien c'est que vous retirez son noyau avant de la manger. Voilà, c'est rien de plus compliqué que ça. La formation de noyaux plus lourds à partir de noyaux plus légers, on avait dit que c'était une nucléosynthèse, et elle est modélisée par ce qu'on appelle des réactions de fusion nucléaire. C'est-à-dire qu'on va fusionner vraiment des atomes entre eux. Dans ce genre de réaction, en fait, vous avez 2 noyaux qui sont légers, qui vont s'unir, enfin qui sont vraiment fusionnés, s'unir, dans un nouvel édifice nucléaire, dans un nouveau noyau, qui est plus lourd, et qui va occasionner du coup une très grande libération d'énergie. La fission nucléaire, par contre, à l'inverse, elle, ça consiste à prendre un gros noyau qui est instable et à le casser afin de gagner en stabilité, et de là, vous recevez encore une fois une énergie qui va être du coup libérée par la fracture de ce noyau. Par contre, ce qui est assez handicapant par rapport à la réaction de fusion, c'est qu'autant la réaction de fusion est totalement verte, autant la réaction de fission, par contre, elle va pas être zéro déchet, quoi. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez couper, que vous allez casser artificiellement, ou même naturellement, ça se fait naturellement dans la nature aussi, quand vous allez du coup casser un noyau qui est trop gros, eh bien vous allez avoir 2 noyaux résultants de 2 noyaux fils, en fait, qui seront forcément radioactifs. Voilà. Et dont la période où ils vont rester radioactifs va varier en fonction de la nature de ce que vous avez créé. Alors la stabilité du noyau, elle est régie par 3 règles qui sont hors programme, et vu que j'ai le temps en vidéo de le dire, je vais vous le dire. En gros, dès lors que vous avez trop de protons par rapport aux neutrons, ou trop de neutrons par rapport aux protons, quand l'équilibre en fait entre les protons et les neutrons n'est pas respecté, dès que vous abusez de l'un par rapport à l'autre, dès que vous déséquilibrez en fait ce ratio, vous allez avoir en fait une radioactivité qui va apparaître. Par exemple, si vous prenez le carbone 12, il est très cool, on est constitué majoritairement de ça. Carbone 13, il est très rare, mais ça va. Carbone 14, il est radioactif. Voilà, parce qu'il y a 2 neutrons de plus par rapport à la version la plus courante. L'hydrogène, c'est pareil. L'hydrogène 1, tout va bien, c'est le constituant de 99% de l'univers. Par contre, quand vous avez l'hydrogène 2, qu'on appelle le deutérium, quand vous avez un neutron et un proton, eh bien, d'un coup, la proportion d'hydrogène, elle chute drastiquement, et ça correspond à pas beaucoup, moins de 1%. Et vous avez aussi la version 3 de l'hydrogène, donc du coup, un proton et 2 neutrons dans le noyau. Lui, par contre, on l'appelle le tritium, et il est radioactif. Enfin bref, vous avez plein d'isotopes, en fait, plein de versions d'un même atome qui existent, et il faut savoir que par rapport au plus stable, par rapport à celui que vous connaissez, celui qui est de manière la plus abondante dans la nature, eh bien il existe toujours quelque part un isotope qui est une version légèrement modifiée avec un neutron en plus ou en moins, 2 neutrons en plus ou en moins, et ces versions là en général, plus vous vous éloignez de cet équilibre, plus vous éloignez de l'isotope le plus stable, eh bien vous avez plus de chances de voir que cet isotope là n'est pas stable et possède une radioactivité, donc possède une instabilité. Dans tous les cas, tous ces isotopes là qui sont instables vont chercher dans tous les cas à se stabiliser. Et le fait de se stabiliser, en fait, ça occasionne soit une libération d'énergie, soit une libération de matière, soit les deux. Et dans tous les cas, on appelle ça une désintégration spontanée. Et c'est la réaction que je vous avais mis en œuvre, vous vous souvenez, avec le gros noyau qui donne un très gros et un tout petit à côté. Ça, c'est une désintégration spontanée, du coup, par émission de matière. Et si vous faites juste une émission de rayonnement, gamma par exemple, au hasard,
eh bien vous avez une désintégration spontanée, du coup par libération d'énergie. Voilà. Dans la troisième heure, souvenez-vous, avions fait un TP dans lequel nous avons jeté des dés. Donc le protocole est ici, hein. Je vous rappelle qu'on avait lancé, nous on avait lancé 20 dés parce que ça faisait pas mal planter l'ordi, d'aller jusqu'à 200. Mais si vous avez un ordi qui est de compète chez vous, vous pouvez lancer jusqu'à 200 dés et vous amuser à faire ça, hein. Moi je l'ai fait, ça dure un quart d'heure. Enfin, si vous avez compris le principe, ça dure un quart d'heure. Mais voilà. Dans tous les cas, en fait, le but du jeu, pour ceux qui veulent le refaire à la maison ou ceux qui ne sont pas du lycée, qui découvrent ce TP, le but du jeu est d'aller sur ce site. Et c'est un simulateur de dés, vous allez lancer en fait des dés à 6 faces. À chaque fois que vous tombez sur 6, on va considérer que le dé qui représentait un atome radioactif s'est désintégré. Donc du coup il n'existe plus, le dé normalement est retiré parce que l'atome n'existe plus en tant que tel. Si j'avais pris 200 atomes d'uranium-235 par exemple, eh bien chaque 6 correspond à une cassure et vous aviez du coup récupéré un lantane et un brome, ok, que vous avez mis sur le côté. Donc du coup le dé il a été cassé, si vous voulez on ne peut plus le relancer. Chaque fois que vous lancez du coup et que vous tombez sur 6, vous retirez le dé et vous ajoutez 1 du coup au numéro du lancer. Et à la fin quand vous avez plus de 6, donc à chaque fois vous relancez ceux qui sont pas 6, et chaque fois que vous avez un 6, du coup vous recommencez jusqu'à temps de ne plus avoir de dés. Vous avez du coup un tableau à la fin qui recense le nombre de vos lancers, donc le lancer 1, 2, 3, 4, 5, et le nombre de 6 que vous avez du coup obtenu par lancer. Sachant que plus vous allez arriver vers la fin, et plus le nombre de 6 que vous allez avoir va diminuer. Et donc du coup vous allez trouver une courbe qui est toujours la même, et une courbe du coup qui représente une exponentielle qui descend. Une exponentielle qui est exactement comme celle de l'exercice numéro 11 qu'on avait fait en cours, une courbe pardon, qui descend comme ceci. Qu'est-ce qu'on avait marqué en cours du coup pour ça? C'est qu'un atome cherchant à se stabiliser, dégageant énergie avec ou sans dégagement de matière, est dit radioactif. C'est-à-dire que dès que vous avez un noyau qui cherche à se stabiliser, qui émet une lumière, qui émet une énergie, ou qui émet une matière, on dit qu'il est radioactif. Et la radioactivité, en fait, c'est la désintégration d'un noyau qui était initialement instable, noyau père, en un autre noyau qui peut être stable, ou pas d'ailleurs, qu'on appellera le noyau fils. Ce qu'il faut savoir, et ce qu'on a bien vu, c'est que chaque groupe d'élèves qui a lancé du coup ces dés n'ont pas obtenu le même nombre de 6 à chaque lancer. Il y en a quelques-uns au premier lancer, ils ont eu pareil, mais on a bien vu que chacun avait un chiffre différent, et ça on l'a bien mis en lumière. Du coup, le nombre d'atomes radioactifs que vous avez par lancer, qui s'est désintégré, est totalement aléatoire. On sait que c'est totalement aléatoire, et même il est impossible de prévoir à l'avance lequel de ces dés va se désintégrer au prochain lancer. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'ultra aléatoire, et donc du coup c'est pour ça que j'avais mis en jaune or souligné et en gras. Il est impossible de prévoir à l'avance quand est-ce qu'un noyau va se désintégrer. Ça c'est vraiment une loi super importante de la radioactivité. Il est impossible de prévoir à l'avance lequel précisément va se désintégrer. Et quand j'avais pris un exemple, c'est que par exemple, j'ai pris l'exemple suivant. On avait du coup 15 élèves dans la salle, et je leur avais dit que actuellement dans notre lycée on avait 90% de réussite environ. Eh bien ça veut dire qu'il y a un élève sur 10 du coup qui n'aura pas son bac. Probabilistiquement parlant, si je prends 10 élèves et qu'on a un taux de réussite de 90%, il y a un élève parmi nous qui n'aura pas son bac. Par contre, il m'est impossible de dire lequel n'aura pas son bac. Comme il m'est impossible de dire, par exemple, c'est forcément lui, et c'est forcément cette année. Parce que l'année prochaine, il pourrait aussi le relouper, par exemple. Donc du coup, cette année, je pourrais avoir 90% de réussite. Imaginons que je me dise, bon, allez, je t'abuse sur le plus mauvais élève de ma classe, et par chance, c'est celui-là. Parce que des fois, c'est pas vrai. Des fois, il y en a qui ont le bac alors qu'on pensait pas. Et des fois, il y en a qui n'ont pas le bac alors qu'on se disait, mais comment t'as fait pour le louper? Du coup, c'est vraiment un phénomène aléatoire qui se rapporte bien aux atomes. Et quand on a un élève redoublant, eh bien, il est impossible de dire s'il va à nouveau louper son bac ou si cette fois-ci il va rentrer dans les 90%. Donc pour moi, c'est pareil. À chaque lancer, j'ai des 6. À chaque lancer, j'ai des atomes radioactifs du coup qui sont modélisés. Eh bien, il se pourrait qu'à la première seconde ou au premier lancer, cet atome-là, il ne soit pas désintégré. Il m'est impossible de dire qu'au suivant,
vu il a déjà résisté à la première désintégration, que cette fois-ci, bah, il résiste encore. Enfin, les atomes, ils résistent pas en vrai, hein. Mais bon, vous avez compris le principe, c'est que vraiment, il est impossible de prévoir à l'avance qui va désintégrer ou qui ne va pas désintégrer. La radioactivité, du coup, ça se mesure. Ça se mesure quand même par des lois statistiques. On sait que, par exemple, la moitié d'un échantillon va se désintégrer au bout de tant de temps. Et ça, par contre, en probabilité, ça marche très très bien. C'est pour ça qu'on arrive à gérer des déchets radioactifs. C'est pour ça qu'on arrive un peu à calculer tout ce dont on a besoin en radioactivité. Il faut savoir que la radioactivité, du coup, ça se mesure en becquerel par rapport au monsieur qui a trouvé du coup le phénomène en 1897, hein, de son prénom Henri. Du coup, ce physicien chimiste français qui est parti en vacances avec des plaques de photos dans un tiroir avec des minerais d'uraninite dessus et qui est revenu et qui les a trouvés imprimés. Et bien du coup, c'est en hommage à ce monsieur-là qu'on a inventé cette unité, et un becquerel, du coup, ça correspond à la désintégration d'un atome de cet échantillon par seconde. C'est-à-dire que si vous, par exemple, votre corps humain, vous culminez à 3000 becquerels, pardon, ça veut dire que dans votre corps humain, il y a 3000 atomes toutes les secondes qui se désintègrent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ensuite, la durée nécessaire pour que la moitié des atomes d'un échantillon se désintègre, c'est une grandeur caractéristique et qu'on appelle la demi-vie. Voilà, la demi-vie, c'est super important. C'est quelque chose qui me permet du coup de remonter à la moitié d'un échantillon quand il est consommé. Et donc du coup, c'est une valeur qui est très importante. Ça me permet de calculer quand est-ce qu'un échantillon ne sera plus considéré comme radioactif et qu'on pourra ensuite le retraiter normalement. Alors on avait fait une application dans le cours qui correspond à celle-ci, au bout de combien de demi-vie reste, enfin au bout d'une demi-vie combien reste de noyaux par rapport au départ. Donc si N0 c'est ce total là avec les atomes là en noir qui ne sont pas désintégrés et les atomes en vert qui sont déjà désintégrés, parce que je vous rappelle que quand on prend un échantillon, il a déjà commencé sa décroissance radioactive, hein, il vous a pas attendu, ok, c'est pas mis sur pause, et quand vous êtes prêt devant lui en train de compter, c'est pas là où il commence, ok, l'échantillon il existait bien avant vous. Il existera bien après vous, en général. Ça veut dire que, en gros, il a déjà commencé sa manip. Donc vous, quand vous commencez votre étude, quand vous fixez un temps d'origine, le N0 de départ, il est constitué d'atomes qui attendent de se désintégrer, et d'autres atomes qui sont déjà désintégrés depuis un petit moment. Dans tous les cas, les atomes noirs qui sont ici sont ceux qui ne sont pas désintégrés, et si vous les comptez, bah normalement, au bout de T, la demi-vie, bah normalement les atomes coloriés en noir sont moitié moins nombreux que au temps 0. Donc du coup c'est bien au bout d'une demi-vie qu'il reste la moitié des atomes de départ. Ensuite au bout de 2 demi-vies, au bout de 3 demi-vies, donc au bout de 2 demi-vies ici, au bout de 3 demi-vies ici, vous pouvez toujours compter les atomes, mais bref vous passez de 8 à 4 puis de 4 à 2, donc vous divisez encore par 2 puis par 2, donc vous allez diviser par 4 au bout de 2 demi-vies, et vous allez diviser par 8 au bout de 3 demi-vies. Ensuite, au bout de combien de demi-vies restera-t-il moins de 0,1% du nombre d'atomes initial? Donc 0,1% ça correspond à 1 millième. Et si vous divisez par 2, puis par 2, puis par 2, puis par 2, bah vous allez voir qu'il vous faut 10 étapes. Du coup, il faut 2 puissance 10, qui est égal à 1024. Donc 1 sur 1024. Ici pour une division. Et ça veut dire qu'il faudra 10 demi-vies pour arriver à un résultat de 0,1% du nombre de noyaux initial ou moins. Ça veut dire que bon, bah, quand il restera moins de 0,1% du nombre d'atomes initial, 9 demi-vies ça ne suffit pas, ok, et 10 demi-vies là on est bon. D'ailleurs 9 demi-vies ça correspond à environ 5%. Si je me trompe pas. Non, 0,5%. Oui, c'est divisé par 500. Non, 0,2%. 0,2%, pardon. Voilà. La prochaine fois, du coup, on traitera l'exercice numéro 11 qu'on avait déjà résolu en cours, ainsi que les exercices 4-5, page 25-26, et 10-12, page 27-28, afin de réviser votre contrôle au plus près. Je vous remercie de m'avoir suivi, du coup, et puis je vous souhaite de bonnes révisions afin de traiter, afin de vous préparer pour le contrôle du mieux possible. Voilà, bonnes vacances à vous et bon travail.